Salut tout le monde, je suis enfin de retour avec le Club des Motivés. Ça fait 8 mois que j'ai pas fait d'épisode parce que la vie, parce que on a bougé, on a vendu une maison, on a acheté un appart, on a retapé un appart, on a déménagé la maison, on a déménagé l'appart, on a réemménagé l'appart. Rien que de le raconter déjà, je suis refatigué et donc forcément il y a des choses qui ont dû sauter avec le resto, la vie de famille, la vie en général et un peu ce qui a dû être écrémé, c'est le podcast. C'est pas grave, l'essentiel c'est de revenir et on est là. Aujourd'hui j'ai un super invité en plus pour reprendre que j'avais un petit peu sur la casserole du fond depuis un moment et heureusement il est dispo, heureusement je suis dispo et donc je suis très content de revenir avec lui. Je vous en dis pas plus, on passe directement à l'épisode. Je veux juste expliquer pourquoi il y avait eu une si grosse pause mais c'est pas grave, l'essentiel c'est de continuer et ça n'est qu'une pause. Tant que c'est pas une fin, c'est qu'une pause, c'est bon. Allez, on y va. Profitez bien de cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous. J'ai eu beaucoup de bons retours sur le podcast, c'est pour ça que ça me faisait chier aussi de plus en faire. C'est parce que je croise beaucoup de gens au resto qui me disent « j'écoute le podcast, il est trop bien, merci. Ça m'a aidé à me lancer ou à réfléchir, ou je l'écoute quand je fais de la mise en place, ou je l'écoute quand je suis en train de faire le nettoyage de fin de journée, ou quand je suis en train de faire mon pain, ou des choses comme ça. » Donc c'est cool de voir que quand tu jettes un objet, et si ça fait pas de bruit, c'est un peu chiant, mais quand ça rebondit et que ça te revient, c'est cool, ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas à me faire des retours, commentaires, messages, au resto en direct, c'est toujours les commentaires, les retours qu'on préfère. Voilà, l'intro la plus longue du monde pour pas dire grand chose. Allez, on y va, on attaque l'épisode. C'est parti. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du Club des Motivés. Aujourd'hui, je suis super content après 8 mois de pause parce que la vie, c'est comme ça, des fois on fait pas tout ce qu'on veut. Je suis de retour et pas avec n'importe qui, avec une personne que je connais depuis un petit moment. C'est Christophe Vasseur du Pain et des Idées, que vous connaissez aussi sûrement si vous habitez le 10e, si vous habitez même Paris et même si vous habitez la planète Terre, il y a des chances que vous connaissiez du Pain et des Idées. C'est un monsieur qui est très occupé et pourtant et malgré tout, il prend le temps de venir discuter avec nous ce matin. Il a un impératif, il faut qu'il soit au resto dans 1 heure, donc on attaque. Salut Christophe. Salut Nico, bonjour tout le monde. Bienvenue dans le podcast. Donc, comme je disais, du pain et des idées, c'est chez toi. Moi, ce que j'aime bien faire dans l'émission, historiquement, c'est un peu rembobiner la cassette vraiment au début. Ouais. C'est toi qui mets le curseur sur où tu veux rembobiner, le tout début, avant le début. Tu as eu une vie avant, tu as eu cette vie-là. Raconte-nous, s'il te plaît, un peu comment Du Pain et des Idées est arrivé, d'où tu viens, tu vois le truc, quoi, vraiment, ouais, à toi. Ouais. En quelques mots, Du Pain et des Idées, c'est une histoire qui dure depuis 24 ans maintenant, 24. Dans 1 heure, effectivement, j'écris le nouvel épisode. J'ai ouvert un resto qui était en fait le souhait premier. Avant d'ouvrir une boulangerie, je voulais ouvrir une table. Ouais. Je savais pas ça. Ça faisait 40 ans que ça mijotait, donc c'est bien que je le fasse maintenant. Belle leçon de patience. Ouais, non, mais je regrette pas l'enchaînement. Je pense que je voulais... Voilà, c'est un parcours, et le parcours a commencé en Haute-Savoie où j'ai grandi. Je suis parti travailler ensuite, j'ai fait une école de commerce, mais à reculons. À reculons parce que je trouvais pas ma voie, tout simplement. J'ai eu en fait un cursus scolaire très laborieux où je ne me reconnaissais pas du tout dans le système scolaire et même en ayant eu à une époque le sentiment d'être limite un peu attardé. Parce que n'ayant pas du tout l'intelligence, je dirais, théorique enfin, je rentrais pas dans les cases. Celle de l'école, quoi. Celle de l'école. Moi, il fallait que je voie des choses pratiques pour les comprendre et puis pour les assimiler. Le reste, ça me faisait puissamment chier. Mais tu as dû passer par le collège, lycée, machin, comme tout le monde. Collège, lycée, prépa, école. Et j'ai en travaillant, puisque même dans l'école de commerce, je ne trouvais pas mon compte, j'ai intégré une association étudiante qui organisait des prospections à l'étranger pour des boîtes qui n'avaient pas de structure export. Donc, je suis allé travailler aux États-Unis pour un fabricant de cognac, au Japon pour un fourreur lyonnais. Et c'est comme ça que je suis tombé un jour sur un soyeux lyonnais qui remballait sa collection. On s'est croisés au poste d'expansion économique d'Osaka. Et le mec me dit, j'ai 20 ans à l'époque, il me dit, mais qu'est-ce que vous faites là, vous J'arrivais avec mes fourrures et tout, et lui était là avec ses fourrures. Donc, comme tout Français, on échange. Et il me dit, écoutez, vous êtes de Lyon ? Écoutez, moi aussi, mais c'est courageux ce que vous faites. Quand vous revenez à Lyon, appelez-moi. Et en fait, on est resté en rapport. J'ai terminé mon école de commerce, j'ai fait mon service militaire. Et 2 ans après... le service encore. Je suis parti... Pas pour te mettre dans le... Non, mais j'ai construit les igloos. J'étais
compagnie de combat au 159e régiment d'infanterie alpine de Briançon, les gars. Putain. Crapahuté, j'ai appris ce que c'était. Non, mais bon. Et toujours est-il que le mec, au bout de 2 ans, je suis resté régulièrement en rapport avec lui. Ouais. Et il m'a dit, écoutez, c'est très simple, c'est pas un boulot d'expat, mais on a besoin d'un type pour nous, basé à Hong Kong, qui va rayonner sur toute la zone Asie-Pacifique pour développer notre réseau de distribution de foulards. D'accord. Je travaille avec un Japonais qui est mon agent là-bas. Je vais vous le présenter. Vous partez avec moi. Je vous emmène 3 semaines. Et ça m'a mis tout de suite... Enfin, c'était un test. Hein. Ouais. Est-ce que tu es bon? Est-ce que tu as le négoce dans le sang? Est-ce que les rapports humains, tu les maîtrises? Et est-ce que tu es à l'aise en toutes circonstances? Donc, je suis parti, puis je ne suis pas revenu. Je suis juste revenu le temps de faire mon visa, mais je suis parti là-bas donc, avec un contrat local, pas expat, hein, pas réveil. J'étais pas logé à mid-level, The Peak, pour ceux qui connaissent Hong Kong, Repulse Bay. Non, moi j'étais Discovery Bay, là où maintenant il y a l'aéroport, tu vois, le truc où il n'y a que les pauvres. Allé, c'est un rêve, on en parle avec Sarah tout le temps. Bien sûr, moi ça fait 30 ans que j'ai quitté Hong Kong et je pense que je vais prendre une claque si j'y retourne parce que bien évidemment la Chine a repris et pas du tout tel qu'il l'avait annoncé. Au début ça devait être une transition en douceur, une zone économique spéciale, etc. Et en fait ils ont tout verrouillé. Qu'est-ce que tu veux, c'est la Chine, hein. Fallait pas s'attendre à des miracles. D'ailleurs la blague c'est que cette société pour laquelle je travaillais, Marc Rosier, qui était un soyeux lyonnais depuis 4 générations, un des derniers à avoir des métiers jacquards. Même Hermès faisait appel à eux, Dior, Louis Vuitton, parce que c'était les seuls en France à avoir encore des métiers qui permettaient de tisser d'une certaine manière, en donnant du relief en fait, grâce au tissage et des trucs sublimes. Ils ont été rachetés par qui? Par des Chinois. Et qu'est-ce qu'ils ont fait au début? Je dis oui, on va tout garder. On garde ça là-bas. Et puis non, ils ont commencé par embarquer les archives, puis démonter les machines, et puis ils ont tout fermé en France, et ils ont tout installé là-bas. Il n'y a plus rien. Non, et c'est dommage parce que c'était typiquement une entreprise qui aurait dû être classée au patrimoine vivant, protégée. Tu ne comprends pas comment justement des boîtes comme Hermès qui sont soucieuses de préserver l'artisanat français. Le savoir-faire, on pas racheté ça. C'était pas une boîte qui valait des milliards. Comme ça, tu la bloques, tu la gardes, tu la préserves. C'était un truc qui valait peut-être 5 ou 6 millions d'euros. Donc pas une grosse secousse pour Hermès a priori. Une paille pour eux, mais avec un savoir-faire sublime. Et j'ai adoré travailler pour eux parce qu'ils travaillaient vraiment ils faisaient du chef-d'œuvre, tel qu'on pourrait l'appeler. C'est vraiment des objets uniques. En travaillant à partir du fil qui venait du Brésil, tout le reste était intégré chez eux. Ok, petite pause dans l'épisode. Je voulais vous parler d'un truc. Donc en fait, pourquoi les gens aiment Olibelly? Pourquoi les gens aiment les choses qu'on poste, etc. C'est parce qu'on a toujours, depuis plus de 10 ans maintenant, on est toujours indépendant. On n'a jamais pu nous acheter, on n'a jamais pu nous faire vendre quoi que ce soit. Si on vous parle d'un logiciel qu'on aime bien, si on vous parle d'un site qu'on aime bien, si on vous parle de quoi que ce soit, c'est parce qu'on l'a testé, c'est parce qu'on l'a kiffé et on partage et on n'a jamais pris un centime pour vous parler d'un produit ou autre chose. Ça fait 10 ans qu'on partage gratos les trucs qu'on teste et qu'on aime bien ou qu'on n'aime pas. Ça, c'est la base. Ensuite, il se trouve que nous, on utilise au resto pour les encaissements à table. Avant, on avait les gros machins, là, les gros terminaux de paiement, carte bleue de banque. Et un jour, on s'est fait approcher par une boîte qui s'appelle Yavin, un gars qui s'appelle Sam qui a monté ça, petite start-up française. Et il dit, OK, nous, on va faire maintenant encaissement sur c'est des Android sécurisés, ça ressemble à un portable en fait. Et il dit, voilà, c'est plus léger, machin, tu peux aller aux tables et tout. Et donc, nous, tout de suite, ça nous a plu parce que les gros terminaux de banque, là, tu sais pas où les mettre, dans la poche du tablier, où tu les poses, ils tombent, ils cassent. Combien de fois j'ai dû commander des espèces pour remplacer les rouleaux de banque, etc. Bref, quand ça tombe, une tannée. Donc du coup, ça c'est tout beau, c'est tout slick. On a essayé, ça marche très très bien. On peut brancher ces contrats de banque dessus. Moi, on a un bon contrat avec la BNP de Monétique. On l'a branché sur leur système. Ou alors tu peux prendre un contrat chez eux aussi. Marche très très bien. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que du coup, Sam de chez Yavin, il aime beaucoup le club des motivés. Et quand on s'était vu pour parler d'Yavin après, il m'avait dit le podcast, trop bien, je le fais écouter aux gens de chez moi, dans la team et tout, ça leur permet un peu mieux de comprendre la restauration. Et du coup, si un jour tu veux avoir une sorte de partenariat, un annonceur, un truc, et nous on te donne un peu d'argent pour le podcast et en contrepartie tu parles un peu d'Yavin, je suis chaud. Et moi j'étais là, je sais pas, parce que nous on a toujours été indépendants, on n'a jamais fait de trucs comme ça. Et puis en soi, j'avais pas vraiment besoin d'argent.
Donc j'avais un peu mis en pause et en fait il s'avère que maintenant le club des motivés, Olibelli Studio, tout ça, ça me ferait marrer que ce soit un peu indépendant et que ce soit pas la trésorerie d'Olibelli qui permette de le faire fonctionner. J'aimerais bien que ça tienne sur ses deux jambes. Donc j'ai relancé Sam plusieurs mois plus tard et j'ai dit tu sais ce que tu m'avais raconté la dernière fois, ça m'intéresse et je serais chaud pour que pour moi parler d'Yavin dans le podcast. De toute façon, je le fais déjà sur Insta tout le temps, je mets des stories sur vous. Ça fait 15 fois que je parle de Yavin sur Insta pour rien du tout. Donc ça mange pas de pain et c'est pas je fais pas un grand écart moral pour moi d'aller parler de ça dans le podcast. Puis de toute manière, je suis déjà client et de toute manière, je vous mets déjà en avant. Donc si pour moi, il y a moyen d'avoir une petite contrepartie financière et en plus je continue d'en parler, ça me va parfaitement, c'est aligné avec ce que je kiffe. Donc voilà, je vous parle de Yavin, c'est une solution de paiement par carte, on va dire 2.0, 3.0, enfin c'est tout neuf, c'est tout moderne, ça marche très bien. Nous on en a 6, 7 qui tournent en salle tous les jours, ça encaisse très très bien et après voilà, tu peux envoyer les reçus, tu peux faire plein de trucs, les gens peuvent mettre des notes s'ils veulent directement sur le TPE, enfin bref, après je vous laisserai voir, tu peux prendre les pourboires et tout, donc ça marche très très bien. J'ai fait mon taf, je vous ai parlé d'Yavin, je vous laisse aller voir sur leur site www.yavin.fr, j'espère que c'est ça. Ok, donc j'ai bien fait de vérifier, c'est yavin.com, on voit que c'est ma première fois. Yavin.com, vous allez là-dessus et après ce qu'on s'est arrangé avec Sam, c'est que du coup si vous prenez un TPE chez eux et que vous mettez le code Olibelli, donc HOLYBE2LY, HOLYBE2LY, vous mettez le code et vous ça vous fait 100 € de ristourne sur votre TPE, c'est pas mal. Je suis content qu'ils puissent vous proposer ça, je trouve ça fair de leur part. Et puis bien sûr, moi en contrepartie aussi, pour chaque personne qui va aller prendre un TPE via le code Olibelli, il y a un petit backchiche pour moi, plus un petit frais fixe. Voilà, c'est le game. Mais comme je vous dis, je suis content de le faire et ça me coûte rien puisque de toute façon, c'est déjà une plateforme que je mettais en avant. Pour moi, c'est easy. De toute façon, on l'utilise déjà et on kiffe. Donc, je peux facilement le mettre en avant sans que ce soit problématique. C'est juste un peu nouveau, un petit changement. Voilà, je ferme la parenthèse. J'ai fait mon taf. De toute façon, nous, c'est un produit qu'on kiffe, c'est un produit qu'on utilise. Vous pouvez y aller en confiance. Yavin.com, code Olibelli. Let's go, on retourne à l'épisode. C'était sublime, mais très rapidement, je me suis rendu compte que, regarde le nom, accessoires de mode. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Je vends du pain et je me mets à une table, des fondamentaux. Ouais. Donc non, très rapidement, je me suis rendu compte que même si c'était très beau, même si c'était de l'artisanat, même si c'était perpétuer un savoir-faire ancestral, c'était pas moi en fait. Moi, je parlais tout le temps de bouffe, je rêvais tout le temps de bouffe. Marrant ça. Tu attribues ça à quoi ? Vous étiez une famille de mangeurs, ça cuisinait une à la famille maison. De mangeurs, ça cuisinait pas mal. Ouais. Pas ça faisait autant. Du pain ? Non, pas forcément. Non, alors pas du tout. Parce qu'en Savoie, vous avez les fours de. Il y a pas un peu le truc en Savoie, c'est les fours à pain dans les villages, des trucs comme ça. Non, alors t'as ça partout en France en fait. Oui, parce c'est que pas que en Savoie en fait. Historiquement, tu avais dans chaque village, tu avais un four banal et les gens s'en occupaient à tour de rôle. On faisait des fêtes autour de ça. C'est à ça que je pense. Mais pas plus en Haute-Savoie qu'ailleurs. Ouais. Non, une famille où effectivement les femmes cuisinaient beaucoup et j'ai en fait très tôt interprété la cuisine, mais je pense que tu comprends parfaitement ce que je vais dire, comme un rapport aux autres et une manière de leur dire qu'on les aime. De prendre soin des gens. Tu prends soin des gens en les mettant autour d'une table. La table, c'est un moment magique, c'est qu'on peut discuter, on peut rire, on peut pleurer, on peut s'engueuler, on peut se réconcilier. Mais regarde ce concept magnifique, Théolette de Kamal Mouzawa, ce type à Beyrouth qui il y a maintenant 15 ans, je crois qu'il a ouvert. Ça a été le premier à avoir l'idée de réunir des gens de confessions religieuses différentes dans une cuisine en leur donnant des couteaux. Ces gens-là se sont entretués pendant la guerre civile. D'accord ? Ils se sont vraiment... c'est comme aujourd'hui, tu opposes les chrétiens, les musulmans, mais écoutez, vous savez quoi ? On va vous mettre des couteaux, mais ce n'est pas pour vous planter. Vous allez faire manger ensemble. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a divinement marché. En plus, il a dit, attendez, on va mettre les femmes en cuisine, mais les mecs, avec eux, ils vont faire la pluche et la plombe. On va les remettre à la place. Voilà. Tu vois ? Putain, c'était fort quand même de penser ça il y a 15 ans. Hein. Et qu'est-ce que tu as vu ? Tu as vu des druzes avec des chrétiens maronites qui étaient à la même table et qui se mettaient à échanger. Et la cuisine est un vecteur de dialogue. C'est comment découvrir l'autre au travers de ce qu'il mange et comment comprendre que, en fait, il n'y a pas de
tu es supérieur à moi ou tu es inférieur à moi. Tout le reste, ça tombe en fait. Ben ça devient un dénominateur les religions, commun. Les convictions, attends, on échange, on est humain, on est tous animés par la même chose, par les mêmes peurs, par les mêmes rêves. Et la cuisine, ça nous fédère, ça nous réunit. Bien sûr. Ça permet de faire tomber aussi les masques. Ça baisse le bruit en fait, ça vire le bruit et ça, tu te focuses sur... Tu vois, le meilleur message antiracisme, c'est ça, c'est venez cuisiner. Venez cuisiner. Regarde les gens qui justement créent des cuisines en intégrant dedans des migrants, des gens qui n'ont pas de papier, tu leur donnes déjà une dignité parce que tu leur donnes un travail. Bien sûr, tu un cadre, un horaire. Exactement, ils ont un toit pour dormir, ils ont une paye, enfin, et tout d'un coup, leur vie prend un sens parce qu'ils vont transmettre une partie de leur culture au travers de ce qu'ils connaissent, de ce qu'ils aiment et qui vient du cœur, qui vient de l'âme. C'est magnifique. C'est hyper puissant. Donc, je vous la fais court. J'ai quitté Hong Kong, je suis revenu en France avec l'idée de ok, c'est pas pour moi la mode, vraiment pas. Et aujourd'hui, j'aimerais cuisiner ou faire du pain, et les deux d'ailleurs. C'était un sacré jump quand même, ça veut dire que... à l'époque, imagine, c'était il y a 28 ans, il y a une trentaine d'années, quand tu disais autour de toi, je suis cadre dans une boîte à Hong Kong et je lâche tout. Et je lâche tout, je vais faire de la bouffe ou du pain, les gens te disent, écoute, tu sais quoi, tu vas tout de suite chez le psy, et puis tu vas te mettre au verbe parce que tu es en train de péter un boulard, mon gars, et ça va pas. Maintenant, c'est courant, c'est admis, et tant mieux. On peut changer de trajectoire maintenant. Il vaut mieux d'ailleurs, le monde change tellement vite qu'on peut plus partir sur l'idée de ok, on a fait une formation, et on va rentrer dans une boîte, on va même y faire carrière à vie. C'est fini. Surtout qu'on te demande super tôt en fait. Genre trop tôt. T'es même pas cuit, t'as 17-18 ans, c'est exactement t'es tout ça. Tu sais pas qui t'es et on te dit bon alors tu veux faire quoi pour le reste de ta vie? C'est ça. Alors non, on devrait dire vous allez peut-être commencer par ça parce que vous avez une première piste ici, mais si vous changez d'avis, ce n'est pas être anormal ou instable, c'est juste évoluer. Évoluer, c'est pouvoir changer à 30 ans. Mais ça, t'as raison, c'est récent. Ah putain, et heureusement. Le truc de changer, je pense qu'ils l'ont fait avant nous, aux États-Unis, etc. Tu pouvais, moi, ça m'a choqué quand j'ai habité à Vancouver. Les gens disaient, alors, en ce moment, je suis menuisier, j'ai été prof, et tu sais, t'étais là, et moi, j'avais 20 ans, j'étais là, ah ouais, d'accord, tu peux avoir plusieurs chapitres dans ta vie, et c'est ok en fait, tu vois, et c'est complètement. Plutôt même pas mal en fait. Regarde, je sais pas si tu connais un peu l'histoire d'Harrison Ford, cet immense acteur. Remets-nous là. Il était charpentier, et George Lucas le caste pour faire effectivement la guerre des étoiles. Suite à ça, il devient immense. Il avait fait un tout petit rôle dans un film de quasiment figurant, mais il était apparu dans un film. Lucas le voulait pas parce qu'il disait non, il a déjà joué, mais il lui trouve un charme fou. Le mec était charpentier, incroyable. Il était bien, charpentier, il était heureux. Content. Et donc il a fait Star Wars, et après Star Wars, tu crois que le mec il s'est dit bon maintenant je suis une superstar. Il dit non, moi je vais refaire encore un peu de charpente, ça me va bien. Et de la même façon, avant, quand il avait fait un premier rôle, il était redevenu charpentier. Ils ont cette flexibilité, tu vois. Ils l'ont, mais bon, c'est les Américains. Ils ont un rapport en fait au monde qui est complètement différent d'une autre. Alors il y a certains trucs où c'est discutable, bien sûr, mais ils sont beaucoup plus souples, je trouve. Le rapport à l'argent est complètement détendu. Typiquement, on parle, je pense, dans ces missions de gens justement entrepreneurs. Tu pars de rien, tu bosses comme un chien, tu sues sang et eau pour arriver à tes fins. Tu fais le boulot de 3 personnes les 35 heures sur le mardi. Si ça marche, t'es un voleur ou t'as eu de la chance. Mais jamais on ne va valoriser ta prise de risque, ta capacité à créer, à innover, à être disruptif, à bosser comme un dingue en te payant rien. Tu fais le boulot de 3 personnes et tu payes pas. Qui fait ça? Non, on valorise pas. Aux États-Unis, on te prend en exemple. Ici, on te dit t'as eu du bol ou t'es un voleur. Mais jamais, putain, bravo, continue. C'est vrai. C'est fou, les gens de le dire. Ah putain. Mais bon, on le sait, on fait sans. Mais toujours est-il, j'en reviens à la suite de l'histoire. Raccroche les wagons, vas-y. Raccroche les wagons. Donc, ok, vous vous rappelez, Hong Kong. Je quitte Hong Kong, je débarque en France. Dans le dernier épisode. Non, mais on va le faire en 3 fois. Vas-y. Je reviens en France, je me cherche, je deviens prof parce que scolarité tellement pourrie que je me dis, tiens, il y a un truc que je ferais bien, moi, je corrigerais un peu cette histoire-là en donnant des cours tels que j'aurais rêvé de les recevoir. Et je vois un jour passer une annonce parce que j'étais au chômage, et je vois recherche prof, BTS commerce international. Je me dis, c'est nickel. Parfait. J'ai bossé 3 ans et demi à Hong Kong, je fais une école de commerce, je vais leur faire des cours de commerce international vivant, pas un truc qui sort de livre. Je vais leur parler de cas réels vécus. Et je mets les doigts là-dedans, et franchement, un pied, si j'étais pas aujourd'hui derrière
cette boulangerie et ce resto, je serais encore prof. Ah, t'as kiffé ? Ah, mais immensément. C'était une thérapie puissance 10. Tu reconstruis, en fait, si justement intérieurement, tu as été brisé par des profs très cons. Il y en a beaucoup, malheureusement, dans l'éducation nationale. Il y a des bons, mais très peu. Il y a beaucoup de gens qui ne devraient pas être là. Et plutôt que d'aider des jeunes à se construire, à se trouver, ils les brisent. Et ça a été un peu mon cas, et il a fallu du temps, mais cet exercice-là qui m'a permis effectivement de donner à des jeunes des plumes pour s'envoler, des plumes pour faire des ailes et se construire et partir. T'as décousu le truc et tu l'as refait à ta sauce. Mais je me souviens, j'ai eu droit à des standing ovations sans rien demander. Je veux dire, j'étais là, je dis mais quel kiff quoi. Je pense que tu sens que t'embarques des jeunes, que tu leur donnes en fait des clés qui n'ont jamais trouvé auparavant. Et à tel point que, régulièrement, la rentrée, j'ai fait 2 rentrées, mais dès que j'ai commencé mes cours, j'avais des gamins qui venaient me voir et qui disaient « Mais monsieur, pourquoi vous nous donnez des cours comme ça ?» Je dis mais attends, pourquoi ? C'est pas bien ? Ah si, mais on n'a jamais eu des trucs comme ça. C'était quoi ton... genre, on pose le bouquin, on parle, je vous parle de... Tu te souviens du professeur Keating dans Le Cercle des Poètes Disparus ? Il fait monter les gamins sur les tables, il fait arracher les pages. Tu sors du cadre, tu pètes le cadre et tu leur montres aux gamins que non, il n'y a pas de moule dans lequel on vous impose de rentrer. Trouvez votre voie, c'est parfois, et souvent même, sortir du cadre. Faites confiance à cette petite voix intérieure qui vous dit non, ça c'est pas pour moi. Suivez votre instinct. Et surtout, ne laissez personne vous interdire de vivre vos rêves. Ne laissez personne vous interdire de vivre vos rêves. Ça s'adresse à toutes les personnes qui hésitent, qui sont en reconversion. Ça marchera peut-être pas du premier coup. Et c'est pas grave. Ça sera jamais un échec. Vous aurez appris quelque chose, mais ce ne sera jamais un échec. Laissez pas les autres jaloux, aigris, tristes et manquant de courage, lâches, vous dire non, ça marchera jamais ton truc. Je t'avais dit, tu t'es bien planté. Il y en a beaucoup au début. Mais tu te rappelles, hein, mais c'est encore aujourd'hui des gens méchants. Regardez l'époque qu'on traverse quand même, c'est devenu vachement plus anxiogène et incertain. Donc tenir le cap là-dedans, je dirais encore plus, mais lâchez-vous. Vous avez des rêves, mais attendez pas d'être vieux pour les réaliser. C'est maintenant, c'est tout de suite. Et ça marche pas du premier coup. Tu réessayes une deuxième, une troisième, une quatrième. Et puis il y a un moment, ça marchera. Vous trouverez votre voie, vous trouverez votre place. Et quand bien même vous auriez essayé et finalement sans vraiment trouver, mais au moins tu l'as fait. Vous avez essayé, bordel. Ça a pas de prix. T'es pas chez toi de dire putain j'ai pas fait. Et ça se trouve ça aurait pu vachement bien marcher. Dans ta tête tu dis ça aurait cartonné. J'ai pas fait, ça aurait cartonné. Regarde, dernier exemple où je me suis vautré mais copieusement. Ok, ça fait 24 ans que je fais tourner. Je vais revenir à la genèse parce que là j'étais prof. On fait des yo-yo, ça me va bien. Voilà. 24 ans que je fais tourner du pain d'Isdé. Et il y a 4 ans, j'ai un promoteur immobilier qui vient me voir, Pays Basque. Je rêve d'installer un truc au Pays Basque depuis 10 ans. Et le mec vient avec un projet qui, sur le papier, est très beau. Et bon, paraît cohérent, tout bien. Tout sent bon, j'y vais. On se plante sur premier élément, le promoteur. Méfiez-vous, les promoteurs, c'est tous des Bernard Tapie. C'est des mecs, je veux dire, c'est des menteurs compulsifs. Donc la mariée était très belle. Effectivement, déjà, ils nous louent un emplacement 1 an avant la fin des travaux. Je vous laisse imaginer la disqueuse, le marteau-piqueur, le machin, etc. Donc, t'es tout seul et puis autour de toi, c'est en travaux. Ok. Le deuxième point, la saisonnalité, le Pays Basque, les trucs cartes postales, les belles destinations où vous allez vous reposer, là, tous ceux qui bossaient comme des chiens en vous disant putain, qu'est-ce que je serais mieux là. Il y a des beaux produits, les gens ont l'air sympas. T'es en vacances, mec. Et tu le vois, carte postale, ça bosse 3 mois dans l'année. Comment t'équilibres ton compte d'exploitation sur 3 mois de travail ? 9 mois, t'as rien qui rentre. Regarde le nombre de chefs parisiens talentueux qui sont partis s'installer à Biarritz et qui la déchantent parce que les mecs ils disent ok on a bossé mais justement la difficulté tu passes de 1 à 10 en termes de volume du jour au lendemain l'été mais attends viens voir là en janvier là comment ils bossent mais c'est il y a rien, il y a personne, tu sais c'est le désert dans le Far West avec les broussailles là qui passent avec le vent donc non tu déprimes, c'est pas gérable les mecs, oubliez une activité. Et pour ça, Paris, c'est magique, c'est qu'on bosse au moins 11 mois par an. Il y a le mois d'août où c'est un peu calme. C'est parfait, ça nous fait un mois de break. Mais tu as 11 mois d'activité. Tu as un tracé plutôt plat où tu sais que ça va être des petits hauts, des petits bas, mais grossièrement, tu vas bosser. Ou alors tu y vas avec un food truck. Et puis ton équipe. Et tu ranges tout. Et tu te casses. Et puis après, tu vas faire une saison en montagne. Et même les équipes, c'est compliqué parce que du coup, tu veux quand même des gens investis. Tu veux des gens qui comprennent ce que tu fais. Et donc, chaque année, il faut recycler. Chaque année, il faut retrouver du monde. Chaque année, non, vraie galère. Non. Ça s'infuse dans le long terme, une philosophie de business. Tu vois ce que je veux dire ?
Toujours est-il que tu mets le fait que l'emplacement n'était pas vraiment prêt quand tout le monde l'a loué, la saisonnalité, plus l'accueil des locaux, t'es pas d'ici. Non, mais on est dans un roman du 19e siècle. C'est Marcel Pagnol, les cocos. C'est entre Zola et Pagnol. Ils t'ont laissé des animaux morts devant la porte de la boutique. Non, ils jettent des cailloux. Ouais, non, vraiment, des mecs qui venaient pour se battre. Vraiment, qui disaient, toi, t'es pas d'ici, viens, on va se battre. Oh la vache. Ah non, les sales cons. Avec ton caractère à toi, ça a dû faire des étincelles. J'étais pas trop là parce que ça passait pas. Ouais. Jean-Marie, mon associé, vaillant. En plus, alors lui, tu peux pas dire qu'il est pas du coin. Il a grandi là-bas. Il est né là-bas. C'est quoi le problème alors? Il s'appelle pas Garachattaraï, il s'appelle Albert. Merde. Il s'appellerait Alberto Stegui, tu vois, le truc qui fait bien basque. C'est un peu mieux. Là, ça passerait meilleur. Non, mais c'est con. Mais j'ai les mêmes en Haute-Savoie où j'ai grandi, à Annecy, c'est pareil. Il y a une espèce de manque de curiosité, de manque d'empathie. C'est triste, parce que ça fait pas grandir l'humanité. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Mais c'était une très belle leçon. Bon. Économiquement, ça a pris cher, mais c'est pas grave, c'était une leçon. Tout ça pour dire, même quand tu penses que tu es devenu bon, parce que c'est peut-être là où il faut que tu te méfies, parce que tu es un peu confiant, tu dis ouais, ça marche tout ce que je fais. Non, il n'y a personne qui est génial au point de tout ce que tu entreprends, ça marche. Regarde un type comme Xavier Niel, il l'a très bien raconté dans son dernier livre qui s'appelle Une putain d'envie de foutre le bordel. C'est très marrant, c'est un échange. Et il parle très bien de ça. Ouais. Bien sûr qu'il a eu des succès, mais plein d'échecs. Bien sûr. Donc, oubliez pas ça. Quand vous entreprenez, partez dans l'idée que si ça ne marche pas, ce sera toujours une leçon, jamais un échec. Bien sûr. Donc, c'est l'autre parallèle qu'on peut faire avec les États-Unis. Ils valorisent quand même un peu plus l'échec que nous. Fond. Tu vois ce que une je veux banque dire. Américaine, si tu t'es pas planté une ou deux fois, elle te prêtera moins facilement. Voilà. Que si tu viens de débarquer et puis tu dis non, moi tout ce que j'ai fait ça a marché. Le mec il s'est planté donc il est plus fiable. Bien sûr. France c'est l'inverse, tu t'es planté une fois, t'es cramé. Tu peux plus jouer, t'as plus le droit, tu sors. Tu sors. Putain, on n'a rien compris. C'est clair. Mais je suis prof. Allez. Bien sûr que la boulangerie, le projet me fait plus que me chatouiller. Pourquoi en fait j'ai pas tout de suite enclenché sur le pain et sur la bouffe à l'époque où je reviens de Hong Kong? Tout simplement parce que j'ai commencé une formation de boulanger. J'ai fait 2 semaines d'initiation recyclage à l'INBP, l'Institut national de la boulangerie-pâtisserie de Rouen, que je conseille à toutes les personnes qui veulent un jour se former un peu. 2 semaines, c'est bien pour apprendre les bases. Après, il faut trouver une bonne entreprise pour faire on va dire un stage. Je trouve un type qui a une boulangerie. À l'époque, il est... et je vais justement remettre l'église au milieu du village là, sur un truc. Jean-Paul Maton, les cocos. Pour tous ceux qui osent encore écrire... comme ces gros enfoirés du fooding qui, à une époque, ont dit « on voit bien chez qui Vasseur a appris ». Non, mec, t'as rien compris, tu prends juste le calendrier. Jean-Paul Maton, quand il a ouvert à Ménilmontant, là-haut, et qu'il a appelé son truc la gambette à pain, il a ouvert 7 ans après du pain et d'Isdé. Tu m'expliques comment j'ai pompé sa gamme alors qu'il a ouvert 7 ans après moi. Retour vers le futur. Voilà. Donc, t'avais une voiture qui était garée, t'y allais, t'y revenu. Jean-Paul Maton, je suis allé exactement 3 semaines. On entend 3 semaines en stage chez lui, à l'époque où il était place d'Italie, il y a 26 ans. Il officiait dans une boulangerie qui était très bien placée. Il faisait un pain tout à fait correct, une tradition française. Toute sa viennoiserie était surgelée, comme 85% des artisans boulangers, malheureusement, puisque ça fait maintenant presque 3 générations qu'on n'enseigne plus le métier de tourier. C'est la personne. Ouais. Ah bah, ça n'existe plus. Oh la vache. Donc aujourd'hui, pour bien te dégoûter, quand tu vas faire ton CAP de boulanger ou même de pâtissier, on te fait tout pétrir à la main et tourer au rouleau. C'est-à-dire, on est au Moyen-Âge, même à la préhistoire si vous voulez. Je crois que c'est fait pour dissuader les gars de... en tout cas, on peut se poser la question parce que je suis désolé, le laminoir, non, c'est plus pratique, ça va plus vite. Et puis on va pétrir au batteur, au pétrin. Il y a des outils quand même. À la main. Il y a un monde entre le surgelé ou alors le bricolage façon médiévale. Il y a un truc au milieu quand on utilise des outils, mais on fait quand même à la main. Je vais te dire les choses de manière beaucoup plus pratique. Quelques chiffres. Ok, sur le catalogue coup de pâte aujourd'hui, un croissant surgelé qualité, pas l'entrée de gamme, tu vas le payer entre 25 et 30 centimes d'euros. Okay. J'ai juste à le mettre dans une chambre de pouce, un coup de rure, je le mets au four. Je vous le vends à 40, à 50. Ok, ça passe tout crème parce qu'actuellement, on regarde surtout dans Paris avec tous les coffee shops qui te vendent des madeleines à 3,50 et des cookies à 4 et 5. Bon, à 1,50 le croissant, je veux dire, ah non, mais t'escroques personne. Sauf que c'est une merde industrielle sur laquelle tu as fait une marge de 4, tranquille, hors taxe, t'es bien. T'as pas l'investissement sur le matériel, les salariés qui bossent pour toi et la location de l'espace qui est dédié à ça. C'est génial. Ok, moi, mon croissant, là, fait avec amour sur 2 jours, avec des farines bio et des ingrédients de ouf, tout mis bout à bout, coût matière, main d'œuvre, 1,10 €.
Ça te coûte 1,10 € de le faire. 1,10 €. Ah la vache. D'accord ? Je le vends effectivement 3,80 €. Enfoiré. Mais j'ai régulièrement des clients qui s'étranglent, qui arrivent là pour la première fois, ils n'ont pas vu. 3,80 € le croissant ? Bah oui. Donc, on est d'accord, je fais à peine 3,2, pas 4. Ouais. Mais j'ai 150 000 € d'investissement matos à l'étage avec les chambres, les pétrins, les batteurs. Tout coûte cher en boulangerie. J'ai 2 salariés à plein temps et j'ai 75 mètres carrés dédiés à ça. Donc, non. Où est le problème ? C'est ça, c'est que les industriels sont arrivés à faire des produits alors qu'ils rivalisent heureusement pas qualitativement et sanitairement avec les miens. Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on mange ? C'est du bon gras, c'est du bon sucre, c'est des bons produits. À quoi on participe ? C'est une filière vertueuse. Mon lait, je l'achète directement à un fermier qui est en Seine-et-Marne, qui travaille tout en bio, sur des races anciennes. Mais ça, on en parle souvent avec Sarah, c'est compliqué pour vous dans la boulangerie. Les prix sont figés, quoi. T'as l'impression qu'il y a eu une photo qui a été prise il y a 40 ans, et c'est ça. Et on ne touche plus au prix. Quoi. Regarde, t'as 2 marqueurs, t'as 2 baromètres d'ailleurs. La baguette, moins maintenant parce que les gens mangent pratiquement plus de pain. Mais le croissant, ça reste un baromètre du coût de la vie et surtout pour apprécier le niveau de prix d'un lieu. C'est-à-dire que les gens, la première chose qu'ils regardent, c'est quelque chose qu'ils peuvent repérer dans toutes les autres boulangeries, sauf qu'ils savent, ils n'ont toujours pas compris qu'il y a à peine 15% des boulangers qui continuent à la faire eux-mêmes, la viennoiserie. Ce que tu dis, en fait, ce marqueur, il est biaisé, puisque de toute façon, c'est du surgelé, c'est du tout fait. C'est du tricatel. Donc en fait, il est nul, ce marqueur, il va rien dire, parce que déjà, il faut mettre le terrain à niveau, entre ceux qui font eux-mêmes et ceux qui achètent. Ouais, mais les gens sont pas informés de ça. Et ils ont peut-être pas la curiosité d'aller chercher jusque ça. Et puis, moi, il y a un truc qui m'attriste aussi, c'est que les gens ont perdu le goût. Ça, je suis désolé, je sais pas si toi tu le vois, mais écoute, peut-être, j'ai jamais pris le temps d'y penser, mais c'est vrai que la dernière fois je voyais, parce qu'on pourra en reparler, mais j'ai vu que tu t'étais intéressé un peu aux médias, Instagram et compagnie, et je trouve que comme quand tu étais prof, tu as décidé de le... Je pense que peut-être que... C'est ma théorie, tu m'arrêtes, mais je pense que comme quand tu étais gamin, t'as pas aimé l'école et après t'es retourné à l'école dans le siège du pilote et t'as changé un petit peu la sauce, peut-être que les réseaux sociaux c'était pas vraiment ton truc, et en fait je trouve qu'en ce moment tu t'amuses un peu avec ça, t'es revenu et tu le fais à ta sauce. Alors je le fais à ma sauce en m'entourant de 2 jeunes dont c'est la génération, moi j'ai pas grandi avec ça, je vais passer pour le vieux crouton, désolé, j'ai 58 balais donc... Non, bien conservé, j'ai un bon chirurgien. Tu me passeras les... Non, c'est tout au pain, c'est à la bonne bouffe. Manger des bonnes choses et vivre sainement. T'es la meilleure représentation de ce que tu fais d'un côté. Ça veut dire que tu manges du pain, tu manges de la viennoiserie, etc. Et t'es fit, t'as 58 ans, t'es bien, quoi. Je bouffe 500 grammes de pain par jour. Tu vois. Et moi je mange à Olivelli tous les jours depuis 13 ans. Il est beau le Nico. Et voilà. Non, on est la meilleure représentation de notre cuisine, de ce qu'on fait. Tu vois ce que je veux dire. Mais le goût, je trouve qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui font plus la différence et qui arbitrent uniquement sur le prix et en n'ayant pas une vision à long terme qui consiste à dire ce que je mange aujourd'hui, effectivement c'est un poison ou un médicament selon ce que je décide de manger. Complètement. Et comme en France, tu t'en fous, la sécurité sociale prend tout en charge, les médicaments, tu payes pas tes médocs. Bien sûr. Donc tu regardes à court terme, je me nourris le moins cher possible, et puis si effectivement je développe des maladies cardiovasculaires et puis que j'ai commencé à être un peu handicapé parce que en surpoids, je vais avoir mal aux genoux, etc. Tu le vois pas, tu le payes 10, 20, 30 ans plus tard, et là c'est trop tard. Et je parle même pas après d'enjeux qui touchent à effectivement quelle agriculture on veut soutenir. On veut des gens qui respectent le vivant. Donc on paye le juste prix pour préserver les sols, pour respecter les animaux, pour que les paysans soient dignement rémunérés. Regarde ce scandale du Mercosur. Putain, il n'y a personne qui a bougé. Personne. C'est fou, quoi. Mais on aurait dû tous être dans la rue. Moi, à un moment, je me suis dit, écoute, je vends plus de pain. Et puis j'explique que, écoutez, regardez ce qui se passe avec les animaux, là, avec la dermatose. Pourquoi pas avec le blé, bientôt, on va trouver qu'il y a 1 mètre carré dans un champ qui est contaminé à je sais pas quoi, mais qui est pas mortel. Mais non, mais c'est contaminé. T'as fait une vidéo là-dessus, non? J'en avais fait une petite. Je suis allé chez mon copain, copain Simon, en expliquant, t'étais avec l'agneau, l'agneau de Sisteron et d'Ardèche, de petits producteurs, on leur explique, vous voyez cet agneau-là, dans quelques années, ça se trouve, on n'en a plus du tout. Elle était vachement bien cette vidéo, allez la regarder parce que moi j'ai appris plein de trucs et je trouve que c'était très 1, 2, 3, je trouve que c'était très genre bam bam bam, et t'es là, effectivement, c'est logique. C'est fou ça, on se rend pas compte à quel point notre façon de consommer est plus puissant qu'un bulletin de vote. Faut pas rêver, les politiques, on est gérés par des chèvres. C'est là où tu mets ta maille qui va faire une différence. Si tu manges ici plutôt que là, si tu achètes ce croissant plutôt que celui-là,
Oui, et je pense qu'il faut qu'on prenne toute notre vie en main en cessant de vivre un peu comme des assistés, en cessant de penser que tout va venir de l'État. On a un peu un défaut en France, c'est qu'on râle de tout, on se plaint de payer des charges, des impôts, etc. C'est vrai qu'on paye un maximum de trucs et qu'on a des normes qui deviennent de plus en plus coercitives et chronophages. Ça nous prend un temps de fou, putain. C'est clair. Mais regarde, dans le monde agricole, c'est pire que tout. Donc, mais pour en revenir à ça d'une manière générale, arrêtons de gueuler et prenons notre destin en main sans faire d'éclat. C'est juste, c'est la fable du colibri de Pierre Rabhi. Tu fais ta part du boulot sous les radars. Tu essaies de faire du bien au plus grand nombre. Et on va peut-être pas arriver à changer le monde, mais au moins on aura essayé à notre petite échelle, en faisant du bien. C'est-à-dire, on consomme intelligemment, on arbitre, on perd plus de temps avec des gens, de toute façon, qu'on n'arrivera pas à convaincre et puis qui nous prennent du temps et qui nous apportent rien. On se concentre sur des gens qui sont semblables à nous, qui ont les mêmes combats, les mêmes indignations, le même regard sur le monde, ceux qu'on arrive encore un peu à faire bouger, qui ont encore une capacité de dialogue. Parce que c'est ça qui est dramatique. Tu le vois aujourd'hui dans le monde politique, il n'y a plus de dialogue. Tu peux plus parler. T'es pour ou contre, basta. Tout le monde est bloqué. C'est ça. Et c'est ce qui fait le jeu des extrémistes. On est dans de l'opposition maintenant. Tout est opposition en fait. C'est ça. Et alors que c'est enrichissant un débat. Tu n'es pas obligé d'être d'accord sur tout, mais tu peux au moins admettre que chez l'autre, tout n'est pas acheté et que peut-être qu'il va te faire avancer sur certains points de vue. C'est cette capacité à se déplacer un tout petit peu sur le côté pour regarder les choses avec un angle différent. C'est toujours riche. Mais on ne nous enseigne plus ça. Et puis c'est l'immédiateté, etc. Je voudrais juste revenir à... C'est ton podcast, c'est toi qui pilote. Non, mais l'historique, parce qu'on digresse, mais donc je suis devenu prof parce qu'effectivement, j'avais commencé à me former à la boulangerie et je dois m'arrêter au bout de 3 semaines de stage chez Jean-Paul Maton, qui effectivement, donc chez qui je fais ma formation et qui, à peu près 7 ans plus tard, parce que je n'ai pas ouvert tout de suite, vient me voir, il revient de Taïwan, il veut se former et je le prends chez moi pendant 3 mois pour lui montrer tout ce que j'ai créé en fait. Quand je suis venu le voir, j'étais un manche, j'avais 2 mains gauches, je ne savais pas faire du pain. Il m'apprend à faire du pain, pas à faire la Vienne, ça je l'ai appris ailleurs. D'accord. Avec un tourier que j'ai embauché au début parce que je ne savais même pas faire fonctionner le laminoir. Mais toujours est-il, Jean-Paul Maton, 7 ans plus tard, vient me voir pour que je lui montre, pour se remettre à niveau, comme il me dit. Je lui montre tout et puis il me dit, je vais ouvrir ma boulangerie. Est-ce que je peux prendre certaines de tes recettes ? Je dis, vas-y, prends. Moi ce mec m'a accepté. Tu trouvais que c'était un juste retour des choses ? Un juste retour de choses. Je suis quelqu'un plutôt généreux et je me dis, vas-y. Et je lui dis pas, bon, tu précises bien que ça vient de chez moi. Mais il a fait un copier-coller avec ma gamme, mais vraiment. Mais tu vois, j'aimerais bien que les gens qui... Alors, il y a toujours eu des gens qui copiaient, qui sont pas capables de créer eux-mêmes, s'inspirer des autres, bien évidemment. Mais faire du copier-coller, c'est nul. Et Jean-Paul Maton a fait un copier-coller, n'a jamais pu assumer en disant, en étant très flou sur qui s'est formé chez qui. Oui, je me suis formé chez Jean-Paul il y a 26 ans, à l'époque où il faisait pas du tout ce qu'il faisait. Je trouve que l'histoire elle a été racontée à l'envers. Elle a été racontée à l'envers. Typiquement le fooding, c'est ce qu'ils avaient raconté une fois dans un article. J'avais publié, demandé un droit de réponse. Non, que dalle. Le mec il m'a juste répondu et de haut en disant gna 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 machin. Mais regarde François-Régis Gaudry qui a pas pu s'empêcher de d'écorcher aussi dans son on va goûter Paris. Est-ce qu'il y a une mention du pain Élysée ? Non. Il n'est pas dedans ? Non. Il y a une photo du pain des... mon pain des amis, mais c'est celui de Jean-Paul Maton. Et à un moment, tu as un texte où il dit on voit chez qui Vasseur s'est formé. Putain, les mecs, ça vous plaît tellement, les journalistes, d'écrire des saloperies ? Faites votre boulot, enquêtez. Bien sûr. Enquêtez, les mecs. C'est une responsabilité énorme de balancer un truc comme ça sans checker les fondements, quoi. Surtout le fooding, ils ont quand même de la portée. Il faut... le fooding ou François Régis, c'est pas n'importe qui. C'est vrai que... Et quand je l'avais appelé, il était un peu fâché parce que j'avais ressorti un dossier, quand il avait commencé comme chroniqueur gastronomique, il débutait, il savait pas tout, et il avait publié une tribune assez assassine sur mes galettes et les prix de mes galettes, en disant à ce prix-là, la fève est en or massif. Et Bruno Verjus, qui est un immense cuisinier et qui était aussi un immense... parce qu'il ne le fait plus maintenant, chroniqueur gastronomique, avait publié une réponse en faisant juste une petite étude des prix des concurrents et en lui prouvant que non, je suis même en dessous de tous ceux qui font de la... il l'avait pour toi depuis le début, quoi. Et surtout, vexé, François Régis, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, je vais vous faire une démonstration de comment on fait la galette. Ce con-là, il prend une pâte feuilletée, il la boule.
Et là, effectivement, tout le monde, tous ceux qui savent que... Non, attendez, une pâte brisée, tu la boules si tu veux, mais une pâte feuilletée, surtout jamais. Les chutes, tu les boules et puis tu les récupères, t'en fais autre chose. Mais la pâte feuilletée, on a bossé justement une technique pour qu'il y ait ces couches beurre-pâte. Tu la gardes à place, surtout tu la boules pas. Donc il s'est cramé, donc là, ridiculisé, il l'a pas aimé. Et lorsqu'il m'a j'ai fait écorcher avec sa phrase assassine dans son putain de bouquin on va déguster Paris, je me suis permis effectivement de publier une tribune parce que je commence à avoir un peu de followers en disant bon, je vais vous parler quand même un peu d'un truc qui n'est pas vrai et je vais remettre aussi là les choses en perspective. Puis bon, François-Régis, depuis le temps, peut-être qu'il a un peu progressé, mais apparemment toujours pas. Donc, c'est con, hein. Et il n'a pas aimé, donc il a fait intervenir un copain pour qu'on se parle, il s'est excusé. Ah bien, ok. Non, bien, déjà, mais attends, on s'arrête là parce que tout de suite, il m'a dit, ouais, je vais demander... On a une prochaine réimpression des livres. Je vais demander donc à ce qu'on corrige ça et qu'on enlève cette phrase. Et je suis désolé, moi, c'est pas moi qui écris mes livres, c'est des gens qui les écrivent pour moi. Moi, je signe. Je dis, mais enfin, t'as quand même une putain de responsabilité aujourd'hui. Tu vois l'audience que t'as avec tes émissions. Je veux dire, t'es plus n'importe qui. Bien donc, sûr. Tu peux pas faire ça. Il me dit, oui, t'as raison, et je vais faire corriger dans les prochaines réimpressions. Que dalle. Mais je m'en fous. Mais ça fait chier parce qu'il n'y a pas besoin. Quoi. Tu n'as pas besoin, mais je pense que garder ça en tête à toutes les personnes qui sont en train d'entreprendre ou qui sont en train de gérer des reconversions ou même qui sont dans n'importe quelle activité, à galérer parce qu'il y a des moments où vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, vous avez l'impression d'être marabouté tellement vous avez des emmerdes qui commencent à s'accumuler entre... Je sais pas, il y a eu un dégât des eaux, plus tu as l'hygiène qui débarque et puis tu as 2 employés qui tout d'un coup te donnent une dème au moment le pire où tu peux pas... Et des contrôles URSAF avec des gens qui te font chier, etc. Bon, tu respires un grand coup, mais dis-toi que de toute façon, on est tout le temps, c'est comme le jeu de loi. Vivez ça comme un jeu. Tu vas avoir des moments de merde, mais gravissimes, et puis des moments divins, de grâce. Bien sûr. Il faut savoir en profiter, il faut les identifier. Profitez-en. Il faut en profiter. Mais ne vivez jamais l'animosité, l'agressivité, la jalousie, l'adversité comme une fatalité et on veut vous buter. Quand ça marche et quand vous faites les choses avec passion, vous dérangez. C'est clair. Inévitablement, vous dérangez. Vous dérangez. Ça, c'est pas possible. Non. Donc, on va chercher à vous descendre un peu. Eh ben, vous résistez. Et vivez vraiment, imaginez le jeu de loi. Donc, de temps en temps, c'est fun. Et puis, de temps en temps, tu tombes. Exactement comme ça aussi. Mais décollez-vous. Je veux dire, c'est pas grave. Vous perdez un peu d'argent. C'est pas grave. Il y a on va trouver une solution. On avance. Surtout ça. Vous ne vous arrêtez jamais. Toujours être en mouvement. Et donc, j'en reviens enfin à la genèse. Je fais ma semaine de stage chez Jean-Paul Maton et je me blesse au dos, mais vraiment méchant. Je me fais une hernie discale lombaire avec paralysie partielle de la jambe gauche et je dois m'arrêter. Et je ne me fais pas opérer, c'est chaud, je me fais poser un corset, un truc rigide, la Robocop. Mais je suis au chômage. Et c'est là que je deviens prof. C'est là que je dis, ok, il faut que je trouve de quoi exister. C'est pas juste manger, c'est quel sens je donne aujourd'hui. J'ai absolument pas envie de remettre un costard-cravate et de retourner bosser dans une boîte. Ça, tu l'as fait, c'est bon. Qu'est-ce que j'aimerais faire ? Prof, c'est un truc que donc je tente le coup de prof. Et tout en étant prof pendant 2 ans, je me retape physiquement. Et je me dis, putain, boulanger, je peux pas arrêter. J'ai trop aimé faire ça. Et un jour, en me baladant en roller au bord du canal Saint-Martin, en descendant depuis la Villette vers la place de la République, j'arrive à un moment sur Antoine et Lily, Prune, et je dis, oh putain, là, il y a un microclimat. Et je tourne à droite, rue de Marseille, et là, je tombe sur cette boulangerie où je suis depuis 24 ans. Arrête, à l'instant, tu as senti un peu une poche de chaleur et tu t'es dit, vas-y, je vais tourner les rollers. Tu observes les gens, comment ils sont sapés, quel âge ils ont, tu essaies de deviner, ok, ils font quoi dans la vie, est-ce qu'ils sont gourmands, est-ce qu'ils c'est des consommateurs potentiels, etc. Mais j'avais en tête un jour d'ouvrir ma boulangerie. Et régulièrement, je prenais mes rollers le week-end, et j'allais me balader, et quand je voyais une boulangerie sympa, une boutique, je poussais à la porte et je disais « Bonjour monsieur Adam, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui vendrait dans le quartier ?» Parce que si tu dis en frontal ce que tu vends, les gens déjà, 9 fois sur 10, ils ne te serrent pas la main, ils te jettent. Puis de temps en temps, tu en as un qui te dit « Oui, écoutez, les confrères, on ne sait pas, mais nous, on serait vendeurs » et tu discutes.
Et je tombe sur celle-là. Donc elle était en activité, quoi. Elle était en activité, okay. Et les gens me disent ça, me disent les confrères on sait pas, mais nous ouais pourquoi pas. Et je discute avec le patron, on se met d'accord sur un prix que j'ai absolument pas. Mais absolument pas, j'ai pas la thune. Attendez. Mais déjà ok. Mais j'ai la foi chevillée au corps, et là aussi message pour les entrepreneurs, ne vous arrêtez jamais, jamais, parce qu'il y a un moment il y a, je sais pas, appelez ça la chance, appelez ça un ange gardien. Il y a une brèche qui s'ouvre, il y a un petit truc qui s'ouvre. Bon, je peux pas acheter, mais je dis oui, c'est bon. Ouais, ça va le faire. On se met d'accord, on prend rendez-vous chez un notaire. La veille de signer, le type m'appelle et il me dit je suis désolé, je peux pas vendre. Non. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? En fait, la banque a saisi, j'ai déposé le bilan, la banque a saisi toute mon activité parce que je paye plus les loyers du propriétaire depuis 1 an, mais surtout je paye plus l'URSSAF depuis 6 mois. Ça on fait jamais. Hein. Vous pouvez ne pas payer les fournisseurs, mais pas payer votre propriétaire, mais jamais de retard, enfin un peu de retard, mais putain 6 mois sur l'URSSAF, vous êtes mort, cramé. Et du coup et puis payez pas non plus le crédit bail sur la banque, donc tout bloqué quoi. Tout bloqué, c'est saisi, tu vends plus. Et je lui dis écoutez c'est pas grave, vous avez les coordonnées du banquier? Donc j'appelle le banquier. Et je dis bonjour monsieur. Alors je lui fais tout un speech en disant non mais j'ai étudié le rachat de plusieurs entreprises là. Non, je me dis bon, je vais essayer de le pipoter, etc. Tu parles le banquier en fait. Là je suis tombé sur un bon et sympa et qui me dit écoutez, nous on l'a passé en pertes et profits, on va la mettre en adjudication, donc en vente aux enchères pour essayer d'en récupérer quelque chose parce qu'on a quand même une grosse ardoise, on doit payer l'URSSAF, etc. Et le mec me dit je suis à Paris dans 2 jours, si vous voulez on dîne ensemble. Ouais. Classe. Et ouais, parce que je lui dis non mais moi ça m'intéresse l'adjudication et le truc. Non on va faire plus simple, on dîne ensemble et puis si on peut se mettre d'accord c'est très bien. Et le mec pendant 2 heures on a parlé absolument de tout sauf de la boulangerie. Et c'est là où je dis que le mec est bon, parce que ça arrive. C'est pas quelqu'un qui avait un tableur Excel et une grille d'appréciation ou un scoring qui s'appelle dans une banque. Ok, combien d'années d'expérience dans la boulangerie? Oui, mais enfin, moi j'ai juste 5 semaines. J'ai eu ces rendez-vous-là, ils sont horribles. Oh putain. Et non, le mec, il me questionne pas là-dessus. Il me dit, mais vous venez d'où? Qu'est-ce que vous avez fait avant? Donc je lui raconte tout ça. Mon enfance à Annecy, mes études à Lyon, ma vie à Hong Kong, prof. Ce qui est plus pertinent que n'importe quel diplôme. Et tu vois ce que je veux dire? Exactement. Mais bon, bref, En fait, il voulait tester ma passion, ma motivation. Okay. Et comment j'étais câblé, comment j'étais structuré intellectuellement. Et à la fin des 2 heures, il dit, bon, vous savez quoi, là, l'affaire qu'on vous propose, moi, je pensais vous la vendre à la moitié du prix que vous alliez signer, là, et je vous demande juste de reprendre un tout petit peu de crédit bail, ça vous va? Je vous ferai un taux sympa. Hein. Et là, ça passait, parce que divisé par 2 le prix. J'ai emprunté un peu de sous à ma mère, à quelques copains. C'est magnifique. Et voilà, donc, ça, c'est la belle étoile. Enfin, il y a un truc. C'est cadeau du ciel. Ça, c'est une très belle histoire. Moitié. Il y a un truc. Ah ouais. Putain, karma de ouf. Karma de fou. Et j'y suis allé donc, avec ma passion chevillée au corps qui est toujours là. J'ai ouvert avec... j'avais 2 salariés, une vendeuse et... Vas-y, ralentis un peu sur ce moment-là, ça m'intéresse trop. Donc du coup, tu signes, machin, vous mettez d'accord sur le prix. T'as la boutique, elle est chez toi, ça y est, le mec est parti. Ouais. Ça y est, tu ouvres le truc, t'es chez toi pour la première fois. Ouais. Vas-y. Kiff absolu. Je fais le tour mais limite comme un clébard, je vais pisser aux 4 coins. Exactement. Je monte les niveaux parce qu'il y a un appartement et zone de stockage à l'étage, il y a un labo au sous-sol, il y a un fournil au rez-de-chaussée, la boutique, c'est un truc qui est classé à l'inventaire des monuments historiques, donc c'est magnifique. Donc elle a été gâchée parce qu'il y avait des tables gros filex, des machines de stockage de glace, des bonbons partout, du mobilier en mélaminé bleu turquoise et des miroirs champagne, une horreur. Mais derrière tout ça, il y a une boutique qui date de 1875 avec des miroirs biseautés, des plafonds peints magnifiques. Donc je fais peu de travaux, je vais chercher du mobilier à la brocante, des vieux meubles de métier, de menuisier, de fleuriste. Tu vires plus que ce que tu réinstalles, tu dégages des trucs. Ah non, mais je dégage tout. Et j'y mets, en fait, comme je voulais faire que du pain et de la viennoiserie, j'avais en tête une boulangerie que je connaissais à Annecy qui faisait que du pain au bois. Ils avaient 3 pains et ils avaient 4 viennoiseries. Lisible, simple. Simple. Mais regarde, Poilane, pareil, c'était historiquement une boulangerie exceptionnelle. Plus du tout maintenant parce qu'il y a plus... Il y a eu un décrochage. Il y a un gros décrochage sur la qualité, mais peu importe, toujours est-il que leur concept initial, qui était d'avoir un pain,
C'est un, c'est pas deux. Si, il y a le seigle, le raisin, quand on est un peu énervé le week-end. Et puis viennoiserie, voilà, il y en a 5. Et on ne fait pas de pâtisserie. On laisse la pâtisserie aux pâtissiers. C'est un autre métier. Ça, je me rappelle, tu m'avais déjà dit. Donc, et je suis parti avec cette idée-là, mais c'est vrai que le premier jour où j'étais là-dedans, j'étais comme un gamin avec sa dinette, son jouet géant. Comme un fou. Alors, clairement, hein, je ne savais pas faire la Vienne, donc j'ai embauché un mec qui savait tout faire, un boulanger qui était aussi bon sur le pain que sur la viennoiserie. Et puis moi, je me mettais à la production la nuit, et la matinée, et l'après-midi, j'étais à la vente. Donc, c'était des grosse horaires. Période. C'était 18 heures par jour, 6 jours par semaine. Et pourquoi je fermais le week-end? Parce que le samedi, je rattrapais le retard, j'avais vendu toute la Vienne, etc. Il fallait tout refaire, relancer des pétrissés de pâtes, justement, pour avoir au moins 24, mais idéalement 48 heures de fermentation. Et puis le dimanche, je faisais de l'administratif. Donc, bienvenue au club. C'est ça. Mais je m'en rappelle. Et pourquoi c'est de fermer le week-end? Est-ce que je fais tout le reste? Attends, mais viens le faire avec moi, quoi. Putain, c'est fou. Et ça me fait rigoler, les gens qui ont encore du jeu. Ah bah, ça doit bien marcher, hein, parce qu'il est fermé le week-end. J'ai toujours été fermé le week-end. Mais voilà la genèse. Donc je me suis remis dans le bain, et j'ai eu je sais pas, ce miracle du ciel qui a fait que, en cherchant à un moment, et puis en étant vrai, je pense, le banquier, ce qu'il a apprécié, c'est que je lui tienne pas. Je n'essaie pas de l'enfumer avec un faux discours. Je lui vendre ton truc, quoi. C'était une Voilà. conversation. Et j'ai un copain qui m'a aidé à l'époque aussi, qui travaillait dans une ombre, parce qu'il fallait quand même que je change un peu de matos. C'était si ça avait déposé 3 dépôts de bilan en 7 ans, cette entreprise, quand je la rachète. C'est le 3e. Donc autant dire que personne n'en veut. Putain. Je vais voir quelques moulins. Il n'y en a aucun qui me dit on vous suit, parce qu'ils disent 1, vous n'êtes pas du métier. 2, c'est le 3e dépôt de bilan en 7 ans. Et 3, le quartier, vous êtes à Langres, dans une rue où il n'y a personne, il n'y a que des grossistes en tapis. Et parce que c'est ça, maintenant, la rue de Marseille, les gens la regardent maintenant. Venez voir il y a 24 ans, il n'y avait rien, quoi. C'était personne passait. C'était non, comme on dit, à l'abri du pognon. Voilà. Mais je trouve quand même un moulin qui parie sur moi. À l'époque, c'était Hameau, ça a été racheté par Axian. Et puis quand ils ont été rachetés par Axian, j'ai arrêté de travailler avec eux parce que c'était Procter & Gamble. Ils faisaient de la lessive, les mecs, c'était fini. Ah ouais, non, dramatique. Le problème de la meunerie aujourd'hui, c'est ça, c'est que tu as peut-être 3 moulins qui contrôlent 95% du marché. Ça, c'est opaque. Ça, c'est un truc qu'on ne connaît pas. Et tu as l'impression, quand je te dis c'est de la lessive, c'est-à-dire que c'est la même farine qui est dans des sacs différents. Ils se font même plus chier quand ils rachètent des moulins à garder le moulin. Ils le ferment, ils le vendent parce qu'ils récupèrent de l'argent sur l'immobilier. Ils gardent les droits de mouture et ils concentrent ça sur un moulin. Et les mecs avec qui éventuellement il y avait des partenariats, les agricoles, etc. Non, c'est de la lessive. Donc dans la meunerie aujourd'hui, il faut travailler avec des petits moulins indépendants qui ne sont pas encore... Il en reste un peu, il y en a encore. Il en reste encore, heureusement. Et puis je trouve qu'ils défendent bec et ongles ils lâchent pas. Ceux qui restent, ils lâchent pas. Moi, je travaille avec les moulins bourgeois depuis une vingtaine d'années maintenant, et ils sont magnifiques. C'est vraiment des puristes. Ils ne travaillent absolument pas avec la grande surface, par choix éthique. Ils soutiennent des agriculteurs qui sont en reconversion. Parce que pendant les 3 ans où tu passes de conventionnel à bio, tu n'as aucune aide de l'État et tu ne peux pas vendre ton blé aussi cher que si tu étais du bio. Eux, ils les aident, ils les soutiennent. Et c'est des artisans qui travaillent avec des artisans. Voilà. Et pas, je te dis, l'industriel qui prétend soutenir l'artisanat, mais en fait, qui a qu'une idée, c'est de te vendre de la lessive. Voilà, alors, elle est facile. Hein, tu mets dans poum poum tchac tchac un peu d'eau. Voilà, tu pétris 20 minutes en première, 20 minutes en deuxième, tu sors une pâte à modeler, 2 heures après, c'est au four. 2 heures après, c'est au four. Ouais, mais putain, pourquoi les gens la digèrent pas? T'as mal au bide. T'as mal au bide, tu fais des allergies, le médecin te dit, vous grossissez avec ça. Bah ouais, tu m'étonnes, c'est un sucre rapide farci de cides, d'insecticides, de machin, plus... Que des cides, c'est ça, que des trucs qui tuent, quoi. Que des trucs du sucre, plus les béquilles chimiques pour aller vite. C'est-à-dire qu'on met des comme la lessive, on met des assouplissants pour pouvoir pétrir très vite et ensuite passer dans une machine qui va te diviser la pâte. Non, il faut mettre un produit chimique, hein. Là, il y a un petit côté comment on en est arrivé là quand même à un moment des fois. Les gens lisent pas les sacs sur un sac de farine. Si vous un jour vous voyez un sac de boulanger qui est dehors, un sac de farine, lisez la composition. Vous attendiez à ce qu'il y ait juste farine de blé. Chez moi, oui, il y a que ça. Ouais.
Et bio en plus. Mais chez tous les autres, non, la farine, elle est béquillée chimiquement avec des produits qui facilitent le travail. Ouais. Et nous, non. C'est de la chimie, quoi. Ben non, tu respectes le vivant. Donc la pâte, typiquement chez moi, elle va être pétrie que 4 minutes en première vitesse et pas 40 minutes en tout. Je te dis, 40, j'exagère un peu, mais disons, le truc typique aujourd'hui, ce qui est enseigné en école, c'est tu pétris 10 minutes 10 à 15 minutes en première vitesse et tu remets 15 à 20 minutes derrière en deuxième. C'est-à-dire que tu as une pâte qui est surpétrie, qui est blanchie. Et parce qu'on doit l'envoyer très très vite, donc tu mets 2 tonnes de levure, ça lève très vite. Et putain, il n'y a aucun goût. C'est cette espèce de course en avant avec plein de magie, de chimie. Essaye de faire un pot-au-feu en 20 minutes. Oui, c'est ça, voilà. T'as beau les meilleurs légumes, la meilleure viande, non, c'est pas prêt. Il faut du temps. Le gluten, pour qu'il se dégrade, c'est pas des heures, c'est des jours. Ouais, et puis tu peux pas faire fast-forward là-dessus, quoi. Tu lui mets pas 2 tonnes de levure, ça sert à rien. En fait, il y a tellement de vie dans une farine de qualité, t'as juste à mettre un pois chiche de levure. Regarde, nous, on met 1,5 g par kilo. T'as tous les mecs qui font du levain. Alors, on va peut-être en parler du levain, le grand truc. Mais non, ils mettent tous, ils coupent ça à la levure parce qu'ils ne maîtrisent pas. Ouais. Donc, si tu ne maîtrises pas ton levain et que tu le façonnes mal, c'est même pas une question de façonner, c'est les délais de température à respecter, c'est très, très strict. Okay. Température et temps de pointage, hyper strict. C'est à la minute et au degré. Si tu te plantes là-dessus, tu as une pâte qui est plate. Okay. Donc, ton pain est moche. Donc, pour corriger ça, tu rajoutes un peu de levure. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Et ce qui est communément pratiqué aujourd'hui dans les pains dits au levain, c'est mettre entre 2 et 4 grammes de levure, en plus du levain. Moi, je suis à 1,5 g de levure. La tradition française, c'est 8 à minima, à 12 grammes. Le pain blanc, c'est 50 grammes. Arrête-toi. 50, 1,5 g. Donc, quand j'en parle avec des formateurs en boulangerie, ils me disent tous, c'est impossible de faire du pain avec 1,5 g. Ben si, mon gars, sauf que je le fais sur 2 jours. Voilà. Et le pain, il a l'ingrédient temps que tu peux pas dégager. Et puis tu pétris 4 minutes, là aussi, disons, tu dis, c'est pas possible, elle est pas pétrie. Oui, elle est pas pétrie. Mais après, on redonne des tours toutes les heures et on a une pâte qui est beaucoup plus chaude. Bien évidemment, tout le monde dit qu'il faut avoir des pâtes à 24 degrés fin de pétrissage. Moi, je suis à 30 degrés. Tu vois, c'est toute la chaîne en fait de fabrication qui est repensée avec des méthodes, quand je dis il faut sortir du cadre, je disais tout à l'heure. Tu vois, on peut faire la parallèle avec le truc d'avant. C'est ce truc-là aussi. Quand tu étais prof, sortir du cadre, etc., tu l'as appliqué aussi pour la boulange, quoi. Je suis allé 2 semaines en formation à l'INBP. J'ai gardé quelques principes, mais j'ai revu toutes les recettes. En observant tout simplement, tu suis ton bon sens, tu vois qu'est-ce qui se passe. Une pâte à pain. Comment ça goûte ? Comment l'arôme se développe, la chaleur. C'est comme un métabolisme de mammifère. Si tu as trop chaud, tu as de la fièvre. Si tu as trop froid, tu es en hypothermie, tu es en danger. Donc, il y a une juste température idéale de fermentation. Et la connerie dans le monde de la boulangerie, c'est de vouloir travailler avec des pâtes trop froides. Et comme c'est trop froid, ça ne lève pas. Donc, on met plus de levure. La levure n'apporte pas de goût, elle dessèche. Et elle tue la flore, les bactéries sauvages qu'il y a à l'état naturel dans la farine. Donc, tu mets, je te dis, un pois chiche qui fait un effet turbo, qui les agite un peu. Tu utilises une eau qui est chaude, comme un bain. 30 degrés. Même plus que 30, puisque tu dois avoir 30 degrés en fin de pétrissage. Et là, putain, tu as une pâte qui lève, mais qui va être magnifique. Ok, il faut que tu la laisses 3-4 heures en cuve et ensuite tu l'oublies 2 jours en chambre à 4 degrés. C'est plus long. Oui, donc c'est plus chiant, c'est plus long. Ça prend plus d'espace, il faut stocker, ça prend plus de temps. Mais putain, t'as un truc qui est magnifique à la fin. Et il n'y a jamais 1 gramme d'acidité dans nos pâtes. On peut les faire fermenter jusqu'à 1 semaine. Ça nous arrive régulièrement parce qu'on donne des cours de pain 1 fois par semaine et on propose aux gens de partir avec le pâton qu'ils ont pétri. Nous, on leur met à disposition un pâton qu'on a pétri 2 jours avant, qu'ils vont façonner et cuire. C'est cool. Et on leur montre comment pétrir. Mais cette pâte, ils partent avec. Et régulièrement, j'ai des gens qui arrivent de province, qui vont prendre le train, qui sont à l'hôtel, etc. Ça les emmerde. Ils nous laissent la pâte. Eh ben, on la laisse 1 semaine au froid à 4 degrés. Elle est encore superbe. On la goûte à chaque fois, on la cuit pour leur montrer ça. Il dit, est-ce que vous sentez de l'acidité ? Non, il n'y en a pas. Au levain, au bout de 24 heures, c'est mort. Le levain, ça a été fait pour justement cacher les défauts d'une farine qui est pauvre en goût et qui est surtout pauvre en gluten, pour la béquiller. Donc, ça peut être des blés qui ne lèvent pas beaucoup et ça peut être aussi des céréales qui n'ont pas du tout de gluten comme le seigle, le sarrasin. C'est pour aider à... Mais le levain, ça n'est en aucun cas ce qui sublime les arômes. D'ailleurs, j'ai fait un jour, et il m'en veut encore, il ne me parle plus... Roland Feuillas, il y a Roland, il arrivait, Christophe, tu fais de la merde. Avec ta recette, on va faire avec le levain, comme moi je fais. Je dis, ok Roland, il m'amène trois farines, parce que c'est
c'est un immense paysan boulanger. Et je crois que ça doit être la plus grande banque de semences de blé en Europe, à part celle qui est en Russie, je ne sais pas où, il doit avoir quelque chose comme 350 variétés de blé qui cultivent, qui ne sont pas juste stockées dans un... Ouais, c'est pas juste un catalogue. Non, c'est un mec qui s'est passionné par les blés et il va chercher... Moi maintenant, mais il voyageait beaucoup, il allait dans des endroits, il allait en Irak ramener du blé, il a du blé noir d'Irak. Et il cultive ça. Bref, il m'amène 3 sacs. Okay. Donc, il y a du barbu du Roussillon, il y a du rouge de Bordeaux, je crois, et puis il y a je sais plus quoi. 3, vraiment avec une gamme aromatique, olfactive. Une identité pour chaque... Bien distincte. Ouais. On pétrit, on fait chacun nos recettes côte à côte. Okay. Et on pétrit donc 3 fois chacun, pour pas mélanger. Et effectivement, à l'odeur, putain, tu sens distinctement chacun. Et je dis, Roland, on va pétrir aujourd'hui. On va diviser et façonner demain. On cuira peut-être demain ou après-demain. Et on va goûter donc dans 2 jours. Eh bien, OK, pendant toute la chaîne de fabrication jusqu'à la dégustation, il était capable de dire, OK, ça, c'est ça, c'est ça. Au bout de 2 jours, quand on a laissé, on a cuit le pain le jour J, on l'a goûté le lendemain. Là, on ne voyait plus la différence. En fait, le levain... Il a tout bouffé. Il bouffe tout, le levain. Ouais. C'est un truc, c'est hyper monolithique. Donc, ça te lisse tous les défauts. En cuisine, c'est comme si tu achètes du foie gras d'un canard criachera nourri qu'au maïs et tu noies ça sous 2 litres de Porto. Ah non, c'est criminel. Boule, c'est le Porto, ouais, c'est ça. Tu fais ça avec un foie gras industriel qui arrive de Hongrie. Ouais, bien sûr. Mais voilà. Le levain, c'est la même chose. C'est intéressant, je savais pas tout ça, tu vois. Non, le levain sur une farine complète et où il y a que de la paille, oui, tu vas y aller. Mais une farine type 65, si tu veux, qui est pas tout à fait bise, mais qui est jaune, et où là, c'est le meilleur des arômes. Tu restes discret, tu fais rien. Putain, surtout pas de levain là-dessus. Comment on en est arrivé là, Christophe ? La mode. On s'est dit le levain, c'est tendance. Regarde tous les néo boulangers là. Depuis, moi, ça me fait marrer parce que quand j'ai ouvert il y a 24 ans, j'étais tout seul. Mais là, les mecs, ils arrivent, ils sont tatoués. Ils sont jeunes, ils sont beaux. Non, ils sentent bon le sable chaud. Ils mettent 3 sacs de farine bio à l'entrée. On te fait une déco un peu brutaliste. C'est vachement la mode. T'as vu ? Mais ça coûte moins de thunes si tu veux. T'as pas à faire les enduits et les peintures. Effectivement. Voilà. Et je te sers le truc sur des palettes ou sur des machins. Et puis alors je te vends ça. Moi, on m'a dit pendant longtemps que j'étais cher. C'était vrai les Coco Jolis. Mais là, maintenant, faut revenir. Goûter chez moi, parce que franchement, je vois déjà mes prix des galettes. Putain, je suis au prix en fait des standards. Je parle même pas des grands qui vendent. Non, mais attends, 24 boules ma galette là pour 3 ou 4. 24, c'est hyper fair. Mais oui, et mon pain qui est encore à 12,90 kg en bio, qui se conserve 5 jours et machin, par rapport à tous les autres qui sont à 13,74 machin. Non mais là, on regarde un peu comment ça évolue. Donc oui, je pense qu'il y a pas mal de petits malins qui sont engouffrés dans la brèche en disant waouh, il y a un boulevard. Et c'est vrai, il n'y a jamais eu autant de boulangeries à Paris. Ça en ouvert de partout. On est même trop parce que les gens consomment moins. Mais moi, j'aime bien que t'aies pris la parole un peu là-dessus. Mais de façon fun, t'as pas fait le truc. Genre, tu vois, c'est pas des coups de gueule. Mais t'as un petit peu replacé des choses sur. Je crois que c'était le pain au chocolat ou des trucs comme ça. Et moi, je les regarde les vidéos. On me les a envoyées en mode regarde ce qu'il a posté, Vasseur et tout. Je trouve ça. Enfin, tu vois, je me dis ça, c'est cool parce que tu t'es approprié le média. Tu passes le message que tu veux et tu sais ce qui est hyper important et tu as passé quelques leçons tout à l'heure, enfin quelques savoirs que je trouve intéressants et je pense qu'il y a des gens qui vont s'en nourrir. Et moi, il y a un truc sur lequel j'aimerais bien parler, c'est l'indépendance médiatique. Et je trouve que toi comme nous, on a réussi, on existe quand même dans le paysage parisien, on est connu, on est apprécié, on travaille bien, etc. Mais on ne vit pas aux dépens des grands médias entre guillemets, tu vois. Enfin là on parle entre nous, mais moi je donne pas beaucoup d'entretien, je suis pas tout le temps en train d'aller gratter à la porte de la presse ou du moindre article, etc. Et je trouve qu'on a réussi, et on me l'a dit récemment, on me l'a fait réaliser, et je me suis dit c'est vrai que ça c'est cool quand même, on arrive à avoir notre propre voix et on est un petit peu immunisé, on est un peu comme si on avait un gilet pare-balles médiatique, on peut un petit peu dire ce qu'on veut mais tout en restant, tu vois ce que je veux dire, mais on n'est pas en train de quémander de l'attention, etc. Et ça, je trouve que c'est super bien. Et les gens qui se lancent, je trouve que ce serait important ou qui existent, qui se détachent un petit peu de cette importance donnée aux médias ou aux entretiens, ou est-ce que j'ai eu une page dans Le Monde ou truc, parce qu'en plus, c'est souvent business, c'est des trucs que tu achètes, etc. Et je trouve que là, moi, je trouve très, très, très cool ce que tu fais, où tu abordes des sujets. La dernière fois, quand je t'ai vu ouvrir ton chausson aux pommes, qui n'est pas un chausson aux pommes, mais un chausson aux fruits, là récemment, tu en as fait un. Le dernier. Tu vois, et j'étais là, c'est cool, parce qu'en fait, on voit que tu t'amuses, puis tu le manges, et puis du coup, tu fais une petite digression sur la pâte feuilletée.
côté, puis hop, tu nous places vite fait quand même que c'est ouvert depuis tant d'années, etc. Et je me dis, c'est hyper malin parce qu'en fait, ça vient du cœur, c'est pas une démarche forcée, il est pas en train d'essayer de faire des views, etc. Il est pas en train de buzzer, il est pas en train d'essayer de devenir viral, il nous parle juste du produit. Bref, et je trouve ça cool et je trouve que c'est quelque chose qu'on a en commun, c'est juste qu'on s'amuse on s'amuse de ça, tu vois. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Moi, j'ai pas de stratégie, on me dit toujours que je suis une sorte de gourou de l'Instagram. Je ne sais rien faire avec ce truc. Je fais quand j'ai envie, une photo, un machin, un truc. Je n'ai pas de stratégie. Je regarde pas s'il faut poster le jeudi à 14h, etc. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Ça, je trouve que c'est important. Il faut garder un peu ce côté joueur. On s'amuse, on en revient au jeu, tu vois ce que je veux dire ? Dans toutes circonstances, c'est ce qu'il faut garder, son sens de l'humour. Ouais. Il y a 1000 opportunités, enfin 1000 choses qui peuvent nous faire disjoncter. Et au cours de l'année, on gère des galères en permanence, on gère des moments de doute. Des moments d'oppression, d'injustice. C'est pas évident de rester calme. Hein. Non. Toi, tu le vis aussi très très bien dans des restaurants où parfois tu as des remarques acerbes de gens et qui sont complètement fausses. C'est juste quelqu'un qui a décidé de défouler sa haine de la vie sur le commerçant du coin. Complètement. Et comment lutter face à ça ? Garder l'humour. Garder toujours son sens de l'humour. Putain, parce que jamais... Enfin, c'est facile à dire. Hein. Plus difficile on s'accroche à la table. Ouais. Mais quand tu veux faire passer un message, effectivement, quelqu'un a dit une saloperie sur toi, etc. Être capable d'avoir cette élégance qui consiste à répondre avec tact et avec juste les mots choisis. Ouais. Et c'est pour ça que je me suis encadré, moi, de 2 petits jeunes dont c'est... le métier et la génération qui m'aident à ça, à faire passer le message juste. Ouais. Parce que je suis un peu sanguin, donc je peux m'emporter et moins bien, je dirais moins habilement faire passer le message. On a un autre truc, je pense, qui commun tous les deux, qui nous donne justement quelque part cette place et cette place en avant par rapport aux autres, c'est que le temps, on n'est pas là depuis hier, on ne vient pas d'arriver. Oui. On a une légitimité qui est liée au fait que ça fait des décennies qu'on est là. Ouais. Et si on faisait de la merde, ça se saurait. On n'aura pas juste un bon réseau social qui pourrait nous couvrir. Il y a un moment, les gens, tu t'arrêtes de leur faire passer des vessies pour des lanternes. Donc cette légitimité-là, elle nous donne un poids, une notoriété et c'est un juste retour des choses. On a bossé comme des bêtes et on continue à bosser comme des bêtes pour ça, à se battre pour défendre nos valeurs, les bons et beaux produits et des concepts qui rassemblent les humains, à nouveau, autour de la table. C'est ça. Et du coup, pour se faire du bien. Tu me donnes un parfait segment. Déjà, je vois que ça fait 1 heure qu'on discute, il est 11h56. Ouais. T'as travaillé ? Ouais, non, mais on peut encore prendre 5 minutes. Mais oui, parce que tu me parles de la table, ce serait trop bête de pas parler de la table du coup. Alors, la table, comme je disais tout à l'heure, en fait, j'ai eu, moi dans ma vie, il y a eu quelques rencontres comme ça mythiques avec notamment un cuisinier qui malheureusement est décédé l'année dernière, qui s'appelait Clément Bruno, dont j'ai rendu hommage dans mon livre, et parce que un soir d'été, je vais faire un stage de planche à voile. Ok. Ouais, je suis sur la Côte d'Azur et on va voir un copain de mon papa qui vient prendre sa retraite à l'Orgue, juste derrière Cannes. Et le Muy, l'intérieur des terres, là, vers Cannes, je vous dis peut-être une connerie, mais dans mon souvenir, c'est dans cette zone-là. Mais toujours est-il qu'on débarque dans un restaurant qui n'est pas un restaurant, il est sur liste rouge. Bon, alors aujourd'hui, dire liste rouge, ça parle à personne. Non, pardon, je vais vous expliquer. Moi, à une époque, ce que tu veux dire. Le téléphone fixe, quand vous pouviez décider de ne pas être inscrit dans l'annuaire, on ne pouvait pas vous trouver. Ça s'appelait être sur liste rouge. Voilà, c'est comme si votre téléphone, il apparaît nulle part, on ne peut pas vous trouver. Voilà. Donc imagine le mec, il a un commerce, il est restaurateur, il est sur liste rouge. Il n'y a pas une pancarte qui indique depuis la route, parce qu'il est dans une maison de campagne qui appartenait à sa mère, et au bord d'une route, là, tu ne le vois pas. Il n'y a pas une pancarte qui dit restaurant. Il n'y a pas de carte. Oh, wow. Non. Aujourd'hui, bien sûr, tu as des tas de mecs, il y a une carte, il y a une entrée, un plat, un dessert. Lui, non seulement il y a une entrée, un plat, un dessert, mais il n'y a pas de carte et c'est pas toi qui décides ce que tu manges. Tu t'installes et il te dit pour commencer, aujourd'hui, j'ai fait ça. Parce que ce type n'avait pas une thune et il faisait du troc avec les gens du coin qui avaient un petit potager. L'autre, il allait chasser, l'autre, il allait braconner, etc. Tu paierais quelques tomates, Voilà, et puis tu viendras bouffer, je te paierai comme ça. Parce qu'il n'avait pas honte. Mais il faisait une cuisine du cœur, une cuisine d'une générosité et d'une créativité folle. Je me souviens intégralement de ce que j'ai mangé, plat, entrée, dessert, et c'était il y a 42 ans. Waouh. Ouais. Et ce type nous a fait un spectacle. Imagine, il était seul pour faire le service, il y avait 4 tables.
le service, la plonge, la cuisine. Donc en fait, c'est comme à la maison. Il te recevait, le mec il mesurait 2 mètres, il ouvrait ses grands bas, il dit bonjour et bienvenue et tout. Et ce soir, vous allez commencer par ça. Juste une petite amuse-bouche. Et il nous fait des petites ravioles. Alors j'adorais, c'est qu'il commençait toujours ses plats par ses petits. Tu parles, ces petits, c'était énorme. Les écrevisses. Moi qui venais d'Annecy, des écrevisses, des pâtes blanches, je savais ce que c'était. C'était de plus en plus rare, mais j'en avais mangé. Mais sauf que dans le restaurant, on t'en amenait 4 ou 6 là dans une assiette. Putain, il nous amène un plat. Mais je me souviens, quand il les a amenés, il marchait là dans sa cuisine, il nous servait dans le jardin. Sur le gravier, je voyais les écrevisses tomber. Tellement ça dégoulinait. Flambé au cognac, déglacé au champagne. Mais c'était divin. Wow. Et puis on a fini sur un magret. Mais il nous a fait le spectacle. C'est-à-dire que le type, il t'annonce ce qu'il va te faire, mais d'une manière théâtrale. Il te reçoit à la fin. Je me souviens, mon père a donné en pourboire ce qu'il a payé en addition, tellement c'était pas cher. Wow. On était à la maison. Et j'ai gardé un souvenir mais marquant de ça, en disant la cuisine, c'est du théâtre. C'est pas juste mettre quelque chose dans l'assiette. C'est faire en sorte que tu emmènes les gens dans un délire. Tu leur fais découvrir autre chose. Tu les évades de leur quotidien. Ouais. Ok, tes emmerdes, elles t'attendent à la porte. T'inquiète pas, tu vas les retrouver. Mais là, pendant les 2-3 heures où tu es avec moi, je te fais tout oublier. Ouais. Comme quand tu vas voir un spectacle, un cinéma, un film, etc., où tu te plonges dans un bouquin, tu t'évades. Et ben, c'est exactement ça. Et c'est un peu ce que j'ai voulu toujours faire. C'est pour ça que ma boutique, elle ressemble à moins maintenant, mais à l'époque, elle ressemblait à rien d'autre parce qu'il n'y avait que du pain et de la viennoiserie dans un décor historique de 1875 avec ce mobilier chiné, etc. Oui. Du coup, tu fais un pas de côté dans un autre monde, quoi. Dans un autre monde, et je l'invente pour que les gens fassent un voyage hors du temps. C'est pour ça qu'il y a autant de touristes aujourd'hui. C'est que ça sonne juste, c'est vrai, et c'est divinement bon. Les Américains s'y trompent pas. Pourquoi ils font leur devoir, ils savent. Ils se renseignent, ils tombent plus dans le panneau où ça ressemble à Disneyland, on va aller là. Non. L'odeur chez toi aussi. Oui. L'odeur. Et la table, c'est exactement la même chose. J'ai voulu en fait faire une cuisine simplissime. C'est quoi? C'est la pâte à pain du pain des amis que je cuis beaucoup plus qu'une pizza. Alors, à moins chaud, sinon elle serait cramée. Mais résultat, tu as une pizza qui est croustillante. Plus que la pizza romaine encore. Ouais, moi, je préfère. Ouais, ok. Et avec une pâte fine et 80% des ingrédients qui sont posés quand ça sort de cuisson. Donc en fait, finis la pizza après. Ah ouais. Donc, tu peux pas utiliser des ingrédients pourris parce que ça se sentirait tout de suite. C'est pas mélangé dans un magma de fromage dégoulinant dégueulasse. Non. Mais en fait, c'est la pizza que j'ai toujours aimé faire pour mes potes, pour ma famille. Mais que je ne trouvais pas ailleurs. Donc, c'est ça, c'est une cuisine, à nouveau, comme Clément faisait, une cuisine du cœur, une cuisine de saison, une cuisine généreuse, avec des super beaux produits. Mais il n'y a pas de chichi, quoi. Ouais. Tu vois, on faisait l'agneau, là, le vendredi, on arrête maintenant parce qu'on rentre dans on approche de la saison du printemps. Et puis, en fait, on se rend compte que les gens sont raide dingue de la pizza et que l'agneau, même si c'est de l'agneau cuit au four, basse température, 16 heures. J'ai raté le coche, j'ai été con, mais ça me parle complètement. Ils ont moins... je peux pas dire que les gens aient compris, en fait. Il y a eu quelques... Peut-être parce que les gens savent plus ce que c'est qu'un méchoui. L'agneau, ça divise, ça a du goût, ça a une odeur. Peut-être ça, t'as raison. Peut-être l'odeur, parce qu'en plus, c'était vraiment de petits éleveurs, donc vachement bon. Et on voyait les différences, en fait, d'une origine à l'autre. D'un éleveur à l'autre, on sentait des... Mais la pizza, ma table, c'est exactement ça. J'ai pas d'entrée. La pizza, elle se partage. Donc, je te mets à minima 2, mais idéalement 4 parfums dessus. C'est une pizza pour 2. À 28 €, donc 14 € par tête. Là aussi, hier soir, j'ai un client qui partait. Il est venu manger avec sa femme. Ils se sont fait donc, le repas autour de la pizza à 2. Facile, hein. Un dessert, 4 verres de vin. Il en a eu pour 75 €. Et il me dit, mais ça, à Paris... Mais impossible. Pour de la qualité en plus. 4 verres de vin, tu as eu ton dessert, tu as eu ton plat, 75 boules. Pas par personne, hein, pour les deux. Pour Donc, c'est pas aussi... les prix du soir, hein, c'est clair. Non, mais attendez, la pizza, à partir du moment où je la mets en œuvre, j'utilise la boulangerie pour me faire toutes mes bases parce que j'ai pas remis un pétrin dans le commerce à côté. J'ai mis un four, certes, mais j'ai une facilité aujourd'hui qui me permet de servir cette cuisine effectivement à un prix qui est tout à fait accessible. Et avec des portions ultra généreuses. C'est-à-dire, tu n'as pas une pizza qui fait 2 mm avec 1 mm d'ingrédients dessus. Elles ont l'air trop bien. Ouais, ça a l'air. Moi, j'ai hâte de passer. On n'a pas eu le temps, mais ça a l'air trop bien. Quand tu veux. Ah ouais, mais franchement, on sera là carrément. Et après, je te libère, mais tu veux aussi. Tu as un labo, c'est ça? Tu parlais de peut-être. Je transfère le labo. Voilà. En fait, comme j'ai eu. Alors, ça aussi, hein, les entrepreneurs qui galéraient pour les renouvellements de bail commercial.
Non, la règle numéro 1, c'est vous faites toujours seconder sur les trucs qui sont vraiment des points juridiques. Des contrôles URSSAF, des contrôles fiscaux. Ah ouais, là tu te fais aider. Non, vous faites systématiquement aider. Et c'est pas un drame de se faire contrôler par le fisc. Hein. Alors ne vivez pas comme ça se passe très très bien. Il faut par contre avoir idéalement un ancien fiscaliste, un ancien inspecteur des impôts qui vous défend. Et là, c'est du grand spectacle. Moi, j'en connais un très bon. Le cabinet Fleuret, vous contactez Cédric Huguen de ma part, éminent fiscaliste, et c'est un bonheur de les voir. J'adore regarder les cadors bosser, moi. J'ai pas eu énormément de dossiers légaux, mais on a eu 2-3 bricoles, et j'adore les voir faire. Quand tiens, je t'ai fait ce courrier-là, et tu le lis, et moi, je me régale. Voilà, et toi, tu passes à ce que tu sais faire et que tu aimes faire. Tu fais ta cuisine, tu gères tes équipes, mais tu te bats pas avec les... Et donc, typiquement, le renouvellement de bail, pourquoi je déménage, c'est que, historiquement, quand j'ai pris ce commerce il y a 24 ans, le bail prévoyait qu'à l'étage, et prévoit toujours, que l'étage soit partie professionnelle et partie personnelle. Donc un appartement, comme beaucoup, la boulangerie étant un métier extrêmement protégé, il y avait toujours un appartement juste au-dessus du fournil. Donc appart, et qui était utilisé aussi avec une réserve, chambre à farine, totalement identifiée dans le bail, etc. Sauf que moi, progressivement, effectivement, j'ai utilisé de plus en plus l'espace à des fins professionnelles. Et là, il me bloquait le renouvellement du bail en me disant non, c'est pas conforme, machin. Attends, pas fini. La mairie qui me fait une procédure qui me dit non, le premier étage, ça doit être un appart. On vous demande, t'es assis, 100 000 euros. T'es sérieux? Ouais, 100 000 boules pour pouvoir l'utiliser en professionnel. Non, mais c'est la mairie, je sais pas, ils ont besoin de thunes. Les voisins du dessus qui me font la misère. La copro qui voulait me faire un procès. Donc j'ai dit, comme il y a une crise économique, il n'y a jamais eu autant d'emplacements disponibles dans les rues de Marseille. Je vois cet emplacement à 20 mètres de ma boulangerie et je me dis c'est très simple, je transfère le laboratoire du premier étage là, vous me laissez tranquille et vous me foutez la paix. Et j'ai éteint tous les feux toutes les procédures, boum boum boum. Alors oui, il y a juste un peu de manutention pour déplacer la viennoiserie qui est fabriquée, on va la mettre dans des bacs sur des chariots pour le déplacer du point A au point B. C'est ce qu'on fait nous aussi, on a 2 points de ok, ça se fait tranquille. Et le truc qui est joli, je trouve, dans l'histoire, c'est qu'on va voir la fabrication des croissants et de toute la viennoiserie. C'est cool, en fait. La fabrication des flancs, des tartes, de la chocolatine, ça va être devant toi. Ça, c'est une bonne leçon aussi. T'as transformé un sale dos, t'avais les dossiers qui s'empilaient, t'avais la mairie, machin, le proprio et tout. T'as tout balancé, en fait, t'en as fait un positif. C'est ce qu'il faut faire dans la vie d'une manière générale. C'est joli de finir là-dessus quand même. Une belle leçon d'espoir, moi, je trouve. Donc le meilleur est à venir. Ouais, exactement. Ça va, t'as du jus encore, tu te sens de continuer un petit peu? Plus que jamais. Là, j'ai re-signé pour 10 ans à Paris, alors que j'étais prêt à vendre il y a encore quelques années et j'en pouvais plus. J'étais à la fin de ma vie. C'est normal, il y a des moments où Non, mais attends. Et puis, pour ceux aussi qui vivent ça, je veux dire, si en plus de ça, vous avez un divorce là-dedans... Il y a le perso des fois aussi qui peut être compliqué. Putain, non, là, vous êtes bon pour l'HP. Il y a un moment où t'étais un petit peu under. Non, vous soufflez, vous prenez un peu le temps et puis vous repartez. Mais pour moi, je m'arrêterai jamais de travailler. Tu vois, c'est trop. Je trouve, je prends un tel pied dans ce que je fais que non, c'est pas possible. Ça se voit. Eh ben Christophe, merci beaucoup. On a un peu débordé. 10 minutes. 1h10 minutes. Va bosser en parlant de bosser. Je te laisse tranquille. Merci d'avoir pris le temps. C'est trop cool. Merci à toi, Nico. Merci beaucoup. Et puis on se voit chez toi très bientôt. Ouais, avec plaisir. Merci Christophe. Salut tout le monde. Salut tout le monde. À bientôt.